il est 8h à Tel Aviv, nous sommes le jeudi 21 mai. Voici les titres à la une de l'actualité. Face à la pression internationale, Binyamin Netanyahou se dit engagé à une solution à deux États aux côtés de la chef de la diplomatie européenne. Il rappelle son attachement à la paix avec les Palestiniens. Et puis après la levée de boucliers, Binyamin Netanyahou suspend également la mesure de séparation de Palestiniens et d'Israéliens dans les bus de Cisjordanie. Les coulisses de cette décision dans un instant. En Corée du Nord, les méthodes du dictateur Kim Jong-un continuent d'étonner. Il annule sans explication et à la dernière minute la visite du secrétaire général de l'ONU, quelques jours seulement après avoir exécuté un de ses ministres à coups de canon antiaérien. On revient en détail sur ce personnage iconoclaste. Et puis coup d'envoi hier soir de Midburn, événement attendu en Israël de 5 jours calqué sur le festival du Nevada Burning Man qui encourage l'autonomie et l'expression de soi. Enfin, toutes les nouvelles du Festival de Cannes à J-K du palmarès. On revient sur les temps forts et la compétition qui bat toujours son plein. Bienvenue à tous. L'Europe tente donc de relancer le processus de paix israélo-palestinien. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est rendue à Ramallah, puis à Jérusalem hier, où Binyamin Netanyahou lui a redit son engagement à une solution à deux États. Mathias Inbar et David Klezewski. À peine investi, le nouveau gouvernement israélien reçoit déjà de la visite. Federica Mogherini a fait le déplacement à Ramallah et à Jérusalem. La diplomate en chef de l'Union européenne compte bien mettre la pression pour qu'un État palestinien soit créé le plus vite possible. C'est dans l'intérêt européen, c'est nécessairement dans l'intérêt palestinien, dans l'intérêt arabe, mais aussi dans l'intérêt israélien, je pense. Il faut avancer parce qu'il n'y a pas de statu quo possible. Réponse de Benyamin Netanyahou. Oui, un État palestinien, mais pas à n'importe quelle condition. Le Premier ministre israélien exige notamment que les Palestiniens reconnaissent officiellement Israël comme État du peuple juif. Ma position n'a pas changé. Je ne soutiens pas la solution à un État. Je soutiens la vision de deux États pour deux peuples. Un État palestinien démilitarisé qui reconnaît un État juif. Et j'espère discuter avec vous pour voir comment nous pouvons faire avancer cette vision de manière responsable, pragmatique et sans danger. Mais les obstacles sont nombreux. Parmi eux, les divisions internes entre différents mouvements palestiniens qui ne partagent pas tous les mêmes objectifs ou les mêmes agendas. La question a été évoquée ce matin avec Mahmoud Abbas. Autre incertitude qui pèse sur la résolution du conflit, l'instabilité de la région évoquée par la diplomatie européenne. La Méditerranée et le Moyen-Orient, avec qui nous partageons des frontières, est l'une des régions les plus dangereuses au monde. La plupart des menaces sont autour de vous, Israël, mais aussi autour de nous. Une source diplomatique européenne a affirmé que la visite de Federica Mogherini a surtout pour objectif d'évaluer la marge de manœuvre des Européens dans ces dossiers moyen-orientaux, alors que Barack Obama entame la fin de son mandat dans 18 mois. Dror, Binyamin Netanyahou n'a donc pas eu le choix. Il revient sur son engagement à une solution à deux États. Alors, lequel des Netanyahou il faut croire, puisque pendant la campagne électorale, Binyamin Netanyahou avait assuré à ses électeurs que s'il était réélu Premier ministre, eh bien, il n'y aurait pas d'État palestinien, pas de création d'État palestinien. Ensuite, après sa victoire aux dernières élections législatives en Israël, il avait un petit peu nuancé ce même propos. Et là, il est encore plus clair. Et il dit à la chef de la diplomatie européenne qu'il est en faveur de deux États, en insistant sur le fait que l'État palestinien sera démilitarisé et en insistant également sur l'une de ses principales conditions, à savoir que les Palestiniens devront reconnaître Israël comme État juif. Et c'est dans ce contexte, Dror, qu'on en sait un petit peu plus sur l'initiative française à l'ONU prévue pour le mois de septembre. C'est une révélation du Figaro reprise largement ce matin par la presse israélienne. Oui, alors on savait effectivement que les Français voulaient déposer une résolution sur le règlement du conflit israélo-palestinien aux Nations Unies. Ce sera probablement le cas en septembre et grâce à nos confrères du Figaro, on en connaît les principaux points. Alors je vais les énumérer. Deux États pour deux peuples, un État palestinien, là encore, démilitarisé, les frontières de 67 avec des échanges négociés de territoires équivalents en superficie et en qualité, retrait graduel de l'armée israélienne de Cisjordanie, garantie pour la sécurité d'Israël, contrôle des frontières, solution, c'est important, juste, équilibrée et réaliste sont les termes employés au problème des réfugiés palestiniens.
et puis Jérusalem, capitale des deux États. Alors il n'y a rien de vraiment nouveau, hein. C'est les paramètres que la communauté internationale considère comme étant ceux qui permettront la résolution du conflit israélo-palestinien. Rien de nouveau, si ce n'est, Barbara, un calendrier assez précis de 18 mois pour parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien selon ses modalités. Faute de quoi, la France reconnaîtra l'État palestinien. Et puis l'autre nouveauté peut-être, parce que lorsqu'on a commencé à entendre parler de ce projet de résolution français, qui est promu par Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, eh bien, il y avait quelque chose qui aurait pu trouver une oreille attentive en Israël, à Jérusalem, puisque dans la première mouture de ce projet de résolution, il aurait été question de la reconnaissance d'Israël précisément comme État juif ou comme État-nation du peuple juif. Or là, dans l'article du Figaro, ça ne figure plus, suite peut-être au désaccord palestinien. Merci Dror. Et c'est dans ce contexte tendu diplomatiquement que la guerre du foot se poursuit entre Israéliens et Palestiniens. Sepp Blatter tente de désamorcer cette crise qui dépasse de loin l'enjeu sportif. Il était reçu hier à Ramallah et a proposé d'organiser un match de la paix Israël-Palestine à Zurich. Idée accueillie favorablement par les Israéliens, mais rejetée par les Palestiniens. Joseph Emmanuel. Le match de la paix n'aura pas lieu entre Israéliens et Palestiniens. C'était une proposition du président de la FIFA en visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Mais ces derniers ne veulent pas du match et demandent toujours l'exclusion pure et simple de la Fédération de football israélien de la FIFA. Raison officielle, obtenir la liberté de circulation dans les territoires palestiniens. Un problème sans aucun lien avec le monde du football, rétorquent les autorités israéliennes. Mais l'infatigable président de la FIFA ne se décourage pas et propose depuis Ramallah une solution presque politique. J'ai demandé au Premier ministre israélien des propositions et il a accepté l'idée d'un groupe de travail avec des représentants israéliens, palestiniens et de la FIFA. Ce groupe pourrait se réunir chaque mois, notamment pour réfléchir à la facilité de circulation des joueurs de football palestiniens. Un groupe de discussion pour éviter à tout prix le vote de suspension lors du congrès de la FIFA dans 10 jours, car M. Blatter sera obligé d'entériner un vote qu'il ne souhaite visiblement pas. Et le camp palestinien ne semble pas partager le même point de vue. Nous sommes convaincus que la plupart des membres de la FIFA partagent nos vues sur la situation et soutiennent notre proposition, parce que le racisme est l'un des dangers les plus graves auxquels le football est confronté à l'heure actuelle. Le football se confronte donc à un conflit politique complexe, un mélange des genres qui, selon les autorités israéliennes, ne devrait pas avoir lieu. Une démarche qualifiée de cynique par le patron du football israélien. L'exigence des Palestiniens n'a rien à voir avec le sport. Nous voyons dans cette affaire un mélange évident entre la politique et le football, quelque chose qui n'a pas sa place dans un congrès de la FIFA. Selon Sepp Blatter, ce dossier représente aujourd'hui son premier défi, un défi qui prend place alors qu'il s'apprête à demander à être réélu. Elle aura été de courte durée. Binyamin Netanyahou a ordonné de suspendre une mesure tout juste entrée en vigueur, interdisant aux Palestiniens de Cisjordanie d'emprunter les mêmes bus que les Israéliens. La mesure du ministre de la Défense avait provoqué une levée de boucliers. Reportage dans le secteur d'Ariel où se côtoient ces deux populations. Léa Berdugo. La mesure n'aura pas fait long feu. À peine entrée en vigueur, Binyamin Netanyahou a ordonné la suspension de l'interdiction pour les Palestiniens travaillant en Israël d'emprunter les mêmes bus que les Israéliens pour rentrer chez eux. À l'origine de cette disposition, le ministre de la Défense Moshe Ya'alon, qui avait déjà mis l'idée sur la table à plusieurs reprises. Et même après l'annonce de la suspension par le Premier ministre, Moshe Ya'alon persiste et signe. Il souhaite présenter un nouveau plan de ségrégation entre Israéliens et Palestiniens. Tout État qui se respecte est en droit, en particulier dans la situation sécuritaire sensible dans laquelle nous nous trouvons, de contrôler ceux qui entrent et ceux qui sortent du pays. Voilà ce qu'il en est, et rien d'autre. Cette mesure était réclamée par de nombreux partis ultranationalistes. Ils se justifiaient par la volonté d'acquérir une meilleure surveillance des Palestiniens et éviter des agressions sexuelles supposées sur des femmes juives israéliennes. Mais cette volonté de séparation a été vivement décriée, à droite comme à gauche en Israël. Et sans surprise, elle est extrêmement mal perçue par les Palestiniens. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire de séparation. C'est comme pour les Noirs et les Blancs aux États-Unis à l'époque. Nous avons travaillé toute notre vie en Israël. Eux viennent ici, nous allons là-bas. C'est difficile pour les ouvriers. Ils nous haïssent, vous comprenez?
Quand elle est montée dans le bus, cette femme a commencé à crier sur le chauffeur. Elle lui a dit « Vous n'avez pas peur qu'il vous poignarde dans le dos? Si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à prendre un taxi. » Certains Israéliens se disent en faveur de cette mesure, non pas pour des raisons sécuritaires, mais pour des raisons pratiques. Je reconnais qu'il y a un peu de racisme ici. Mais la logique, c'est que les résidents juifs d'Ariel auront une place où s'asseoir quand ils rentrent du travail et qu'ils montent dans l'autobus à Tel Aviv ou Ramat Gan. À l'heure actuelle, à Tel Aviv et Ramat Gan, il n'y a déjà plus de sièges disponibles. Comme vous pouvez le voir derrière moi, de nombreux Palestiniens travaillant en Israël empruntent des lignes israéliennes pour rentrer chez eux. Si cette mesure, officiellement justifiée par des raisons sécuritaires, avait été appliquée, eh bien ces travailleurs auraient dû emprunter des bus séparés, réservés uniquement aux Palestiniens, les faisant emprunter un point de passage et rallongeant de fait leur trajet. Dror, Binyamin Netanyahou a donc suspendu cette mesure quelques heures à peine après son entrée en vigueur. Était-il au courant de sa mise en place? Non, c'était une mesure du ministre de la Défense, Moshe Yaalon, et Netanyahou lui-même a été surpris. Il a été surpris aussi peut-être par l'ampleur du tollé qu'elle a suscité dans la communauté internationale, mais également en Israël, dans l'ensemble de la classe politique, y compris à droite, avec certaines figures importantes de la droite israélienne qui se sont insurgées contre cette mesure. Donc il a réagi assez rapidement. On a vu dans le reportage que Moshe Yaalon n'entendait pas faire machine arrière. Les véritables raisons, elles sont beaucoup plus politiques que sécuritaires, parce que les travailleurs palestiniens dont il est question, ce sont des gens qui obtiennent un permis de travail pour se rendre en Israël. Donc les services de sécurité intérieure israéliens, le Shabak, les connaît et savent qu'en général, pour la plupart des cas, ils ne représentent pas un réel danger. Donc les habitants des implantations font pression en fait. Effectivement, derrière ces décisions se cache un groupe de pression très puissant en Israël et proche du gouvernement Netanyahou, celui du mouvement des implantations. Pas seulement proche du gouvernement Netanyahou, il est représenté dans le gouvernement Netanyahou et c'est tout à fait légitime, hein. C'est le jeu de la démocratie israélienne. C'est les représentants des habitants des implantations israéliennes font partie du gouvernement. Tous ne sont pas d'accord avec cette mesure, puisque Danny Dayan, par exemple, l'une des figures de la droite israélienne, ancien secrétaire général du mouvement des implantations lui-même, s'est insurgé contre cette mesure. Donc ça signifie qu'elle ne fait pas, loin s'en faut, l'unanimité au sein même des populations les plus concernées, même s'il y a effectivement parmi les habitants des implantations un groupe de pression qui, semble-t-il, a ses relais autour du ministre de la Défense. En revanche, Maurice, unanimité ce matin dans la presse israélienne. Ah oui, la presse israélienne n'est pas du tout tendre pour ce qui s'est passé. Yediot Aharonot écrit « Netanyahou a été surpris par la colère de la communauté internationale sur la décision de séparer juifs et palestiniens dans les autobus ». Les éditos de Yediot Aharonot en disent long. Dror Ben Yemini, par exemple, parle d'auto-attentat à propos de la décision de Netanyahou de suspendre les bus séparés. Israël Hayom, l'intention était bonne, le résultat immoral, c'est ce qu'écrit le quotidien, mais une critique mesurée. Le professeur Aviad Hakohen avoue qu'une séparation sur une base ethnique, nationaliste et raciste est totalement inacceptable, même, dit-il, si les services de sécurité avaient des intentions louables. Maariv demande sous la photo du ministre de la Défense s'il y a au gouvernement quelqu'un de responsable. Et l'éditorialiste Ben Caspi demandait pourquoi le ministre de la Défense s'est-il entêté dans cette décision, d'autant estime Ben Caspit qu'aucun officier ne semble disposé à soutenir cette mesure. Enfin, dans Haaretz, Amos Harel utilise l'expression la plus connue du vocabulaire israélien pour décrire ce qui se passe, le balagan, pour traduire en termes corrects le bazar, mais sachez qu'il y a en français des mots bien plus directs pour le faire. Et l'éditorialiste d'évoquer carrément la honte morale de la politique israélienne dans les territoires. Merci Maurice. On revient à présent sur ce nouvel attentat à la voiture bélier hier en plein cœur de Jérusalem. 2 agents de police ont été légèrement blessés. Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité et a succombé peu de temps après à ses blessures par balle. Récit Maxime Pérez. Il est un peu moins de 10 heures au carrefour d'Abou Tor, un quartier est de Jérusalem. Un Palestinien vient de foncer avec sa Jeep sur des policiers israéliens en faction, des gardes-frontières. L'assaillant est immédiatement visé par des tirs venant d'autres policiers. Il succombe à ses blessures. Le terroriste a tenté de prendre la fuite et comme c'est la règle dans ce genre d'attentat à la voiture bélier, il a été neutralisé. Nous l'avons tout de suite abattu. D'après les secours, l'attaque a fait 2 blessés, dont une jeune policière de 20 ans, grièvement touchée aux jambes. La victime a été immédiatement transportée à l'hôpital Shahar Tzedek de Jérusalem.
D'importants renforts ont été déployés dans le quartier d'Abou Tor, d'ordinaire sensible. La police a même utilisé un hélicoptère pour veiller à d'éventuels affrontements avec des jeunes lanceurs de pierres. Le terroriste, le voici, Amran Aboutrahim, un Palestinien de 41 ans, originaire du quartier de Jabal Moukaber. Ses proches assurent que son acte est dû à un banal accident de la circulation. Nous n'avions aucune information particulière sur un attentat en préparation. Nous comprenons que cet acte s'inscrit dans la série d'attentats qui se déroulent à Jérusalem depuis plusieurs semaines. Nir Barkat, le maire de la capitale israélienne, a promis qu'il ne laisserait pas ce genre d'acte terroriste se répéter. L'attentat intervient moins d'une semaine après une autre attaque à la voiture bélier, cette fois au carrefour du Gush Etzion en Cisjordanie. 3 jeunes adolescents israéliens avaient alors été blessés. Et l'accord final sur le nucléaire iranien est censé être finalisé d'ici au 30 juin. Mais l'Iran a montré hier qu'il ferait preuve de fermeté. Le guide spirituel du régime, l'ayatollah Khamenei, a rappelé qu'aucune inspection des sites militaires ne serait autorisée, ce qui maintient la suspicion des Occidentaux. Julia Gananzia. Le bras de fer entre l'Iran et les grandes puissances est loin d'être terminé. Ils ont bel et bien conclu un accord cadre pour résoudre le dossier du nucléaire iranien, étape fondamentale sur la voie d'un accord final d'ici au 30 juin. Mais depuis plusieurs semaines, les experts politiques et techniques des deux parties négocient pour finaliser les termes de l'accord définitif. La question des inspections est un des points délicats des négociations, surtout en ce qui concerne les sites militaires. Nous avons dit que nous ne permettrons aucune inspection des sites militaires de la part des étrangers. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient qu'on autorise les entretiens avec les scientifiques nucléaires. C'est de l'interrogatoire. Pourtant, selon les États-Unis, l'Iran avait accepté un régime d'inspection renforcé de ses sites nucléaires par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sous le régime du protocole additionnel au traité de non-prolifération qui permet des inspections inopinées. Mais le guide suprême a toujours le dernier mot dans les grandes affaires du pays et notamment sur le dossier nucléaire. Je ne laisserai pas des étrangers parler à nos scientifiques, qui sont les enfants les plus doués de notre nation et qui ont acquis un niveau très élevé en sciences. En excluant ainsi l'interview des scientifiques nucléaires iraniens par les inspecteurs de l'AIEA, le guide suprême refuse la transparence et ne dissipe pas les inquiétudes des Occidentaux et d'Israël. En France, à partir du mois d'août, des agents spéciaux seront chargés de vérifier que les chômeurs sont bel et bien à la recherche d'un travail sous peine de radiation. Betsabé, c'est une mesure qui fait beaucoup de bruit. Oui, alors c'était hypothétique, ça a été confirmé hier. Pôle emploi va intensifier le contrôle des chômeurs. Ils seront 200 agents à se consacrer à ces contrôles. Alors leur tâche est bien de définir ceux qui vont être surveillés. Vous allez avoir des questionnaires écrits qui vont être envoyés aux chômeurs de façon aléatoire, et puis en fonction des réponses, il y aura ou non l'appel téléphonique et puis un entretien éventuel à l'issue duquel une possible radiation. Alors une approche peut-être trop administrative, c'est en tout cas l'avis d'une partie du personnel à l'intérieur même de l'agence Pôle emploi. Comme vous pouvez l'imaginer, cette suspicion n'est pas toujours appropriée, entendez justifier. On attend le premier bilan fin 2015 puisque cette inspection ne commencera qu'en septembre. Une mesure qui a déjà été expérimentée, on le rappelle. Exactement. Alors, dans 4 régions en métropole l'année dernière, le système a par exemple mené à la radiation de 35% des chômeurs contrôlés en Franche-Comté. Alors, difficile face à cette chasse, contre cette chasse aux mauvais chômeurs, de ne pas se mettre à la place d'un demandeur d'emploi qui plus est peut-être sans travail depuis des années, des personnes qui sont souvent démunies, on le rappelle, psychologiquement et ou matériellement. On note qu'il y a 3,5 millions de chômeurs en France qui n'ont aucune activité. D'ailleurs, une réalisatrice, elle s'appelle Nora Philippe, avait filmé le quotidien d'une agence du 93, banlieue parisienne, pour un documentaire Pôle emploi Ne quittez pas. Alors pour ceux qui n'ont jamais passé des heures dans une agence pour l'emploi, je vous propose de regarder l'extrait de la bande-annonce. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours... Mais en même temps, il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup de place. Mais j'ai mis 4 mois pour avoir mon premier rendez-vous, je l'ai eu qu'au mois de juillet. On déborde de partout, donc... Mais des petits dysfonctionnements, quoi.
Non, mais je... La victime, c'est moi quand même. Depuis ce matin, je me prends la tête avec tout le monde, j'en ai marre. Oh là là. Il faut se rappeler tout le temps que derrière une demande d'indemnisation, il y a un être humain. Mon père, lui, il a un CDD. Après, il vient ici. Il doit s'inscrire au Pôle emploi. Il doit appeler 3949. Mais on est sourd. Et nous sommes en ligne avec Nora Philippe. Vous êtes l'auteur de ce documentaire Pôle emploi ne quittez pas. Vous avez aussi écrit un livre Cher Pôle emploi qui paraît ce mois-ci aux éditions textuelles, dans lequel vous avez rassemblé des lettres poignantes de demandeurs d'emploi. Merci d'être avec nous. Que pensez-vous de cette mesure de surveillance des chômeurs annoncée par Pôle emploi ? Bon, alors je ne suis, en fait, le paradoxe c'est que je suis ni spécialiste de Pôle emploi ni journaliste, en fait, j'ai écrit, j'ai fait ce film et ce livre tout simplement en tant que citoyenne ou auteur qui, avec ses propres outils, donc le cinéma et quelque chose d'un regard sociologique et littéraire, va interroger en fait notre relation, très souvent quotidienne, à la bureaucratie, et je dirais même à nos bureaucraties, parce que ce sont des organismes auxquels nous avons affaire absolument tous les jours. Il y a Pôle emploi, mais il y a aussi la Sécu, il y a les préfectures, il y a la CAF, etc. etc. Et bien, en fait, ces relations-là ont un impact en fait, sur nos sociétés extrêmement important. Ce sont des outils qui pourraient sortir un individu, une personne, des difficultés dans lesquelles il est ou elle est, mais aussi sont des outils de nuisance possible, ou en tout cas de marginalisation et d'assignation. Ce sont donc en fait des institutions qu'il faut savoir réformer quand elles doivent être réformées, et en tout cas qu'il faut humaniser évidemment le plus possible. Cette surveillance va dans le sens de cette marginalisation de ces chômeurs dont vous parlez ? Excusez-moi, j'ai pas entendu le début de votre question. Cette mesure de surveillance annoncée par Pôle emploi va pousser les chômeurs que vous connaissez bien dans cette marginalisation ? Oui, mais évidemment, c'est-à-dire que c'est ce problème qui, apparemment, dit-on, est assez spécifiquement français, mais pas que, je crois que c'est l'air du temps en Europe, c'est cette idée du présumé coupable. C'est-à-dire que l'administré est présumé fraudeur, présumé coupable, et c'est faux. Enfin, dans ce que j'ai observé, évidemment, il y a de la fraude, mais il y a de la fraude évidemment beaucoup plus importante aussi dans ce qui est la TVA, les sociétés, enfin bref. Donc c'est un regard qui est évidemment idéologisé, politique, qui va se poser prioritairement sur les chômeurs comme des personnes qui seraient vraiment potentiellement uniquement dans la fraude. Donc ça, c'est très grave parce que ça scinde en deux, en trois, en quatre notre société qui n'a vraiment pas besoin de l'être. Ouais. Merci beaucoup, Nora Philippe. En Corée du Nord, on s'éloigne un peu de la France. Les méthodes du dictateur Kim Jong-un continuent d'étonner. Il annule sans explication et à la dernière minute la visite du secrétaire général de l'ONU, quelques jours à peine après avoir exécuté un de ses ministres à coups de canon anti-aérien. Rudy, vous revenez sur ce personnage iconoclaste à la stratégie pour le moins étonnante, si stratégie il y a. Oui, il y a une stratégie, et c'est une stratégie effectivement étonnante parce qu'elle allie quelque chose d'à la fois archaïque et quelque chose de très moderne. Exécuter son ministre de la Défense au canon antiaérien, ou en tout cas l'affirmer, parce que ce n'est pas confirmé, c'est finalement une méthode classique de tyran. L'idée, c'est justement de pratiquer des sanctions, des exécutions très cruelles pour asseoir son autorité auprès de son peuple dans un premier temps, mais aussi et surtout dans les deux piliers du pouvoir que sont le parti et l'armée. Alors il utilise la méthode de la purge, tout simplement pour mettre hors d'état de nuire toute personne dans son pays qui contesterait son autorité. Alors justement, pourquoi doit-il sans cesse comme ça imposer, prouver son autorité barbare, disons-le tout de suite? Est-ce qu'il y a des dissensions parmi les leaders, les cadres de la dictature? Elles sont infimes, quasiment inexistantes. En fait, c'est une dictature qui est très stable. Mais pour Kim Jong-un, il y a un besoin finalement d'asseoir sa légitimité. Il faut quand même rappeler qu'il n'a ni passé politique, ni aucun grand fait d'armes. Il a seulement 32 ans, seulement 4 ans d'exercice du pouvoir, c'est pas énorme, et donc il veut effacer au plus vite l'image de son père, quitte à surmédiatiser sa barbarie. Voilà, et ce qui semble presque surréaliste, c'est cette propagande venue d'un autre temps finalement. Oui, là aussi, il y a un paradoxe entre effectivement des images venues de Pyongyang qui sont d'un kitsch incomparable, c'est-à-dire des défilés, des films de propagande, mais dans le même temps, le régime nord-coréen dispose d'un arsenal de communication ultra moderne destiné, lui, à l'opinion publique internationale. Tenez-vous bien, une page Twitter aux 20 000 abonnés, un compte YouTube riche de 2400 vidéos, une page Facebook, un compte Flickr
Tout ça alors qu'Internet n'existe pas en Corée du Nord, ou très peu. Il y a à peu près même pas une centaine d'ordinateurs connectés en Corée du Nord. Alors cet arsenal numérique... Officiellement, parce qu'il y en a qui sont connectés aux ambassades, heureusement. Absolument, mais justement, pour tout ce qui est vers l'extérieur, mais en tout cas à l'intérieur de la Corée du Nord, c'est un Internet, s'il existe, qui est fermé. Donc c'est évidemment à destination du monde, mais surtout à destination des Sud-Coréens. L'idée, c'est de leur vendre la Corée du Nord comme un paradis. Et alors cette communication, elle est décryptée dans un documentaire qui est passé cette semaine sur France 5 du journaliste Michael Stanke. Dans La Grande Illusion, il donne la parole à 5 réfugiés nord-coréens qui ont fui, qui ont réussi à fuir, et il commente en fait les images officielles de propagande et nous dévoile ce qu'il y a sous cette propagande. Regardez un extrait. La différence entre les enfants de Pyongyang et ceux de la campagne, c'est la taille des élèves. Dans la capitale, ils sont bien plus grands au même âge qu'à la campagne. Cette différence est due au manque de protéines. Voilà pour le témoignage de ces exilés. Merci Rudy. Allez, un mot de sport avant de se quitter pour un nouveau journal. Les qualifications pour Roland-Garros ont démarré. Le tournoi débute dimanche prochain et cette année, le maître des lieux, Rafael Nadal, semble moins à l'aise et pourrait permettre à Djokovic de réaliser son rêve, gagner le seul grand chelem qui lui manque. Lise Barenbaum. Vainqueur de Roger Federer en finale du Master 1000 de Rome, Novak Djokovic se présente en grand favori à Roland-Garros. À quelques jours du Grand Chelem parisien, un des habituels vainqueurs du tournoi, Rafael Nadal, n'est pas en grande forme. Quand on ne gagne pas pendant un moment, ou que l'on a des problèmes physiques, comme moi, quand on pense à gagner plus qu'il ne le faudrait, ou que l'on est obsédé, ça rend anxieux, ça met sous pression, ce qui peut être contre-productif, je pense. Djokovic, numéro 1 mondial, affiche quant à lui un bilan de rêve cette année. 5 victoires en 5 tournois majeurs disputés. Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome. Cette année, Djoko a battu tous les autres membres du top 10 mondial, dont Federer, Murray, Nishikori, Nadal et Wawrinka. Un seul s'est offert le Serbe, c'est Federer en finale à Dubaï en février dernier. Roland-Garros est le seul grand chelem qui manque au palmarès de Djokovic. Après sa victoire à Rome sur terre battue, le champion semble en pleine confiance. J'ai commencé le tournoi après une période de 3 semaines sans avoir joué de match officiel. J'étais un peu rouillé si je puis dire. Les 3 premiers matchs ont été difficiles, mais j'ai réussi à retrouver ma forme, à augmenter mes performances au fur et à mesure du tournoi. Maintenant, j'ai hâte de jouer à Paris. Nadal, nonuple vainqueur à Roland-Garros où il n'a perdu qu'une seule fois, débarque pour la première fois porte d'Auteuil sans avoir remporté le moindre titre en Europe sur terre battue. Échec en série à Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome. Nadal admet lui-même que son grand rival sera très difficile à battre. Djoko a été bon en 2011, 2012, 2013 et en 2015. Je dois le féliciter. Tous les joueurs doivent reconnaître qu'aujourd'hui, il est le numéro 1 grâce à toutes ses victoires cette année. Cette année, c'est moi qui dois améliorer les choses, revenir au très haut niveau pour réussir à l'affronter sur le terrain. Pour la première fois depuis 2005, Nadal débutera le tournoi en dehors du top 4 mondial. Nadal ne fera donc pas partie des 4 premières têtes de série, ce que déplore Djokovic. Dans les faits, l'Espagnol ne rencontrerait donc le Serbe qu'en quart. Voilà, et on se quitte pour un nouveau point sur l'actu avec Eleanor Vell. Juste après, on parle du festival Midburn qui a démarré hier soir en plein désert du Negev. Avec nous sur le plateau du Morning, il n'y a pas que l'Europe qui est confrontée à une crise de migrants. L'Asie du Sud-Est réunie en urgence hier pour prendre des mesures immédiates et sauver des milliers de migrants en perdition. À l'issue de la rencontre, la Malaisie et l'Indonésie ont indiqué qu'elles étaient prêtes à accueillir des migrants sur leur sol et leur fourniraient un refuge provisoire. Myriam Aman. Ce sont 426 personnes que les pêcheurs indonésiens ont secourues ce mercredi matin. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sont épuisés dans un état de déshydratation avancée. Ils sont restés en mer pendant des jours sur une embarcation à la dérive et pour survivre, ils n'avaient que très peu d'eau et pas de nourriture. Ces migrants, comme 3000 autres ces derniers jours, ont été ramenés sur les côtes indonésiennes.
Selon les associations humanitaires, il y aurait encore des milliers de migrants en perdition dans les mers asiatiques. Pour tenter de faire face à cette crise humanitaire, les ministres des Affaires étrangères thaïlandais, indonésiens et malaisiens se sont retrouvés aujourd'hui. La Malaisie et l'Indonésie se sont déclarées prêtes à accueillir temporairement les migrants. L'Indonésie et la Malaisie ont accepté de continuer à fournir une aide humanitaire aux 7000 migrants toujours en mer. Nous avons aussi accepté de leur offrir des refuges temporaires à condition que le processus de rapatriement soit fait dans 1 an par la communauté internationale. La grande absente de cette réunion, la Birmanie, d'où sont originaires la majorité des migrants. Mais sous la pression des autres pays de la région, elle commence à adopter une attitude plus flexible. Les autorités birmanes ont indiqué ce mercredi qu'elles étaient prêtes à porter assistance aux migrants qui se trouvent toujours en mer. Et à 200 jours de la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra au mois de décembre à Paris, eh bien, l'environnement est une priorité pour la France. C'est ce qu'a tenu à répéter François Hollande, le récit d'Edmé Citroën. Le compteur est lancé. À moins de 200 jours avant la grande conférence climat prévue à Paris en décembre 2015, la question environnementale est une priorité pour la France. 196 pays seront représentés à la COP21. L'objectif, fixer un accord mondial pour limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés. En pratique, cela passera par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers des sociétés sobres en carbone. La lutte contre le dérèglement est l'une des priorités du président Hollande, qui s'est fait le porte-parole de la cause climatique ces derniers mois. La lutte contre le réchauffement climatique est justement ce qui nous permettra d'être en sécurité pour notre génération et pour celles qui viendront. À la conférence de Paris, une attention très forte soit portée à cette conception, cette conscience de ce que peut être le réchauffement climatique ici, et en même temps cette force qui s'en dégage pour apporter des solutions. On me demande à partir de quand j'ai eu cette prise de conscience. À partir du moment où je suis arrivé aux responsabilités du pays. Parce qu'à un moment, il faut aussi laisser sa trace. Et la trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat et j'espère une exemplarité en matière de transition énergétique. Le chef de l'État, plus déterminé que jamais, se veut le président du climat. Un doute persiste, le financement des mesures mises en place lors de la COP21 pour lutter contre le changement climatique. Pour cela, un fonds a été créé, baptisé le Fonds vert. Il est censé réunir 100 milliards de dollars par an, collectés notamment auprès des pays riches à partir de 2020. L'objectif est simple, aider les pays émergents et pauvres et leur permettre d'affronter les défis du climat. 6 ans après le fiasco de la conférence de Copenhague, l'enjeu est de taille pour François Hollande, qui veut à tout prix que le nom de Paris ne soit pas associé à un nouvel échec à 2 ans de la présidentielle. Cette question à présent, François Mitterrand a-t-il été euthanasié 18 ans après la mort de l'ancien président de la République, Anne Pinjot, sa compagne, la mère de Mazarine, s'est confiée à Philippe Short, ex-journaliste de la BBC, qui donne donc la parole, Betsabé, au grand amour de Mitterrand. Oui, grand amour et grande discrétion, jusqu'alors, 19 ans après la mort de Mitterrand, la mère de leur fille, donc Mazarine, se confie dans cet ouvrage de 900 pages, signé par donc cet ancien correspondant de la BBC à Paris, François Mitterrand, portrait d'un ambigu. Ça paraît aujourd'hui en France aux éditions Nouveau Monde. Alors Anne Pinjot y évoque ses 32 ans de bonheur et de malheur, ces années qui ont commencé quand elle avait 20 ans, lui 47, il était déjà marié, père de famille. Alors qu'apprend-on sur leur histoire, puisque bien sûr il y a eu des fuites dans la presse. Alors Anne Pinjot parle notamment des dernières heures de Mitterrand et à l'heure où on le sait, le débat sur l'euthanasie fait rage en France, de l'accord passé entre le patient en fin de vie, Mitterrand, et le docteur qui le suivit, Jean-Pierre Tharaud. D'autres thèmes sont abordés aussi dans ce portrait d'un ambigu, comme l'épouse légitime de Mitterrand, Danielle, cette attente dans la bergerie de Latché, alors que l'amour de sa vie enchaînait, lui, les campagnes, mais elle explique qu'elle l'admirait tellement. Ou encore ce chantage, tu me fais un enfant ou je m'en vais, un
marché et qui a donné naissance, on le sait, à Mazarine, donc en 1974, dans une clinique privée d'Avignon, bien sûr, loin des regards indiscrets. D'ailleurs, l'existence de cette fille cachée a été dissimulée jusqu'en 1994. Et quelques semaines plus tôt, alors que Anne était sur le point d'accoucher, eh bien François Mitterrand, 57 ans, était lui en déplacement à Cuba au bras de Daniel. Merci Betsabe. Nous sommes précisément en ligne avec l'auteur de cette nouvelle biographie, Philippe Short. Vous signez donc François Mitterrand, portrait d'un ambigu aux éditions Nouveau Monde. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors d'après ce que vous a décrit Anne Pinjot, François Mitterrand a bien été euthanasié, c'était sa volonté? D'après Anne Pinjot, la seule personne qui était avec François Mitterrand dans les dernières heures, les dernières 6 ou 7 heures de sa vie, c'était Jean-Pierre Tharreau. Donc, personne ne peut être absolument sûr ce que s'est passé pendant ces 6 ou 7 heures. Mais Anne Pinjot dit que elle avait expliqué à Tharreau que Mitterrand commençait à ne plus comprendre ce qu'elle disait. Et pour elle, c'était un signe que le cancer dont il souffrait avait atteint le cerveau. Et Mitterrand avait dit à tout le monde, je dis à tout le monde, donc à Anne Pinjot elle-même, à d'autres proches, qu'il ne voulait absolument pas devenir une légume à la fin de sa vie. Il ne voulait pas devenir grabataire. Donc, elle pense, elle a la certitude que Dr Tharreau a facilité, si vous voulez, sa fin de vie, sa mort. Alors Philippe Short, pourquoi d'après vous, Anne Pinjot, qui est restée extrêmement discrète tout au long de sa vie, a décidé quand même de se livrer 18 ans après la mort de Mitterrand? Il y a plusieurs raisons. Je ne suis pas français. je crois que quand même ça aide. C'est une autre vue. J'ai beaucoup plus de distance de la politique française parce que je suis étranger. Et j'avais la chance qu'une très bonne amie de Mitterrand et d'Anne Pinjot est intervenue. Elle lui a dit que bon, ce livre, c'est un livre sérieux. Si elle voulait se confier, si vous voulez sortir de l'ombre où elle est restée pendant 18 ans, c'était un bon moment de le faire. Alors pour finir, Anne Pinjot, ce livre à vous également sur l'histoire d'un amour absolu qu'elle a vécu avec le président. C'est une femme encore amoureuse que vous avez rencontrée? C'est une femme courageuse. Je trouvais honnêtement très lucide sur cette relation. C'était une relation qu'elle avait choisie. C'était un choix difficile. Et elle y est restée absolument fidèle. Elle m'avait dit que, à part François Mitterrand, elle n'avait jamais eu de relation auparavant ni après. Donc c'était vraiment pour elle l'amour de sa vie et il était irremplaçable. Philippe Short, vous signez donc François Mitterrand, portrait d'un ambigu aux éditions Nouveau Monde. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Allez, toute autre chose à présent. Le coup d'envoi hier soir de Midburn, cet événement de 5 jours calqué sur le festival du Nevada Burning Man qui encourage deux principes, l'autonomie et l'expression de soi. Benjamin Le Souef a suivi pour nous les derniers préparatifs de ce festival extrêmement attendu en Israël. Depuis mercredi, une communauté bigarrée s'est donné rendez-vous, direction le cœur du Negev, pour participer au Midburn, la version israélienne du Burning Man. Une aventure artistique et atypique à laquelle participent cette année plus de 6500 personnes selon les organisateurs. Des organisateurs à pied d'œuvre déjà depuis plusieurs jours, comme pour la construction du temple. Nous avons eu environ 70 personnes volontaires pour ce projet, que ce soit les ouvriers ou les gens qui nous ont apporté à manger pour continuer à travailler. Tous les bénévoles participent à la création d'un village éphémère et bohème, à la croisée des chemins entre Woodstock et Mad Max, dédié à l'expression libre et radicale. C'est totalement gratuit. Il n'y a pas d'argent ici. Je suis ici depuis jeudi, donc ça fait déjà quelques jours sans me doucher.
Peu de glamour, mais plutôt l'outrance au rendez-vous de cette deuxième édition d'un festival qui n'a rien à envier à son grand frère américain. Le festival ici est beaucoup plus jeune, donc il n'a pas les 25 ou 30 ans qu'a le Burning Man aux États-Unis. Avoir un événement de cette envergure monter aussi rapidement par des gens qui sont allés, mais également des gens qui ne sont pas allés, garder le même esprit est vraiment très impressionnant. Ingénieurs, artistes, techniciens, le Midburn réunit une population très éclectique. Pas moins de 38 nationalités seront présentes cette année. Beaucoup sont même venus spécialement pour l'événement. J'étais au Bahreïn pendant presque 7 ans. Donc quand j'ai entendu qu'il y allait y avoir un Burning Man en Israël, je me suis dit c'est dans le quartier. Une deuxième édition qui a failli ne pas se tenir. L'événement, redouté par la police, a finalement été autorisé après une intense bataille judiciaire. Mais tout est rentré dans l'ordre au dernier moment. On prend ça très au sérieux. Nous comprenons les responsabilités que nous avons entre les mains et nous allons les garder. Nous sommes sûrs que tout ira bien. L'ambiance est bonne et ça va être un événement incroyable. Si l'édition 2015 a pu être sauvée, il faudra probablement déménager l'an prochain. La communauté, elle, n'attendra pas pour quitter les lieux. Le concept du Midburn étant de faire disparaître toutes les œuvres dans les flammes du crépuscule. Le Negev retrouvera dès la semaine prochaine son calme, comme si rien n'avait jamais existé. Alors Rudy, le Midburn, c'est la déclinaison de son grand frère américain, on l'a dit, Burning Man, qui existe donc aux États-Unis depuis 30 ans. C'est culte, hein. Oui, on retrouve les mêmes ingrédients, c'est-à-dire le désert, le côté tribal et puis surtout le côté éphémère. Alors autant d'aspects qui renvoient effectivement au Burning Man, le grand frère, une manifestation créée dans les années 80, 86 exactement. Alors elle se tient chaque année lors de la dernière semaine d'août dans le désert du Black Rock au Nevada. Ça réunit 70 000 personnes, ce qui fait de cette ville éphémère la troisième ville la plus peuplée du Nevada, donc pour une semaine, car donc je l'ai dit, tout disparaît, tout est brûlé. À la fin de la semaine, la manifestation se termine donc par la création d'un immense homme de bois, le fameux Burning Man, lui-même donc un samouraï de 33 mètres de hauteur avec un visage en papier de riz. Alors je vais vous laisser regarder quelques belles images qui ont été tournées au Burning Man en 2014 avec un drone. C'est magnifique. Alors, ce qui est intéressant, Rudy, aussi, c'est le profil des participants, des festivaliers. Ou plutôt les profils, parce que c'est très varié. On a pris l'habitude de dire que Burning Man, c'est le rendez-vous déjanté de l'Amérique créative. Et l'Amérique créative, ça implique plusieurs profils, des artistes contemporains évidemment, des fêtards marginaux, des hippies, mais aussi des grands patrons de la Silicon Valley qui font le déplacement en jet privé dans le Nevada. On a vu Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, Eric Schmidt, le PDG de Google, ou encore le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Ils ont tous déjà participé à ce festival. Pour eux, c'est une source d'inspiration. Work hard, party hard. À quoi ressemble une journée type à Burning Man ? Vous venez de le dire, c'est ça. Party hard surtout. Alors déjà, Burning Man, c'est déjà, et il ne faut pas l'oublier, la plus monumentale exposition de sculptures au monde. Les festivaliers payent $380 pour accéder à ce festival. Et à l'intérieur, par contre, l'argent est proscrit parce que c'est un festival à la base qui est anticapitaliste, dadaïste, et les participants n'ont pas d'argent, se déplacent sur des chars qui sont fabriqués pour l'occasion, dans des tenues, on l'a vu sur Midburn, qui font penser un peu à Mad Max, le tout au son de la musique techno et aussi, il faut le dire, des nombreuses drogues qui y circulent. Et donc le point d'orgue de ce Burning Man, ce sont le crépuscule, en fait, lorsque les œuvres d'art partent en fumée. C'est l'apothéose. Et ça se fait devant... extrêmement toxique. Oui, c'est vrai. Et ça se fait devant des dizaines de milliers de personnes, comme vous l'avez vu sur les images de drone, qui se réunissent autour des œuvres brûlées, soit au lever du soleil, soit au coucher. Voilà, avec un message philosophique intéressant, rien ne dure. Et absolument. Et le désert est rendu à son calme à la fin de la semaine. Merci beaucoup, Rudy.
Allez, on se retrouvera juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. On parlera de l'armée israélienne qui figure parmi les premières au monde dans l'égalité hommes-femmes. Les autorités viennent de trancher. Les soldats de Tsahal seront désormais interdites de tanks. On vous dit pourquoi après un nouveau journal. Vous à Tel Aviv, merci d'être avec nous sur i24 News. On jette à présent un coup d'œil aux grands titres de la presse du Moyen-Orient. Maurice, on démarre par les négociations sur le programme nucléaire iranien. Oui, et sur la presse iranienne, donc pour le Iran Daily, les pourparlers entre les 5+1 et l'Iran ont repris hier à Téhéran. Le guide suprême Ali Khamenei s'oppose, dit-il, à un accès des inspecteurs internationaux à ce qu'il nomme des sites militaires et qui, pour les Occidentaux, sont des installations nucléaires. Il a fallu attendre la réaction de Laurent Fabius pour comprendre. Le chef de la diplomatie française a expliqué que Téhéran voulait être averti 24 jours à l'avance d'une inspection des experts de l'agence. Beaucoup de choses peuvent disparaître en 24 heures, a commenté Laurent Fabius. Voilà, et à la une du Fars News, même dossier. Même ton d'ailleurs, très belliqueux dans l'agence de presse officielle iranienne Fars. Le ton est encore plus dur. L'ennemi comprend mieux le langage des armes. Le commandant des gardiens de la Révolution, Ali Jafari, répond ainsi de la façon la plus agressive à une remarque du secrétaire d'État américain. John Kerry avait déclaré que dans le dossier iranien, l'option militaire était toujours une éventualité pour Washington. Et le Haaretz revient sur la stratégie de Binyamin Netanyahou qui mêle le dossier iranien justement au dossier palestinien. Exactement, c'est le titre d'Haaretz. D'abord l'accord avec l'Iran et ensuite intense pression diplomatique occidentale sur le dossier palestinien. C'est en substance ce qu'a expliqué hier à Benjamin Netanyahou le ministre norvégien des Affaires étrangères Børge Brende en visite en Israël. Mais Haaretz souligne qu'il ne s'agissait pas d'une menace de la part du diplomate considéré comme pro-israélien, mais plutôt d'un conseil amical. Le Yediot Aharonot revient, lui, sur l'attentat hier en plein cœur de Jérusalem. Oui, Alex Fishman dénonçait un principe connu des services de sécurité. Plus Israël frappe les principales organisations terroristes, plus il aura affaire à des terroristes isolés, ce que l'on nomme les loups solitaires. Voilà, et on termine par Al-Arabi. Oui, Netanyahou crie au loup et ses amis s'éloignent. Titre Al-Arabi, qui commente ainsi les propos du Premier ministre israélien qui avait conseillé aux Juifs de ne pas se rendre cette année au traditionnel rassemblement de la synagogue de la Griba à Djerba en Tunisie du 6 au 7 mai. Le ministre tunisien de l'Intérieur affirme ne rien savoir de ces menaces d'attentats, mais dit que les mises en garde de Netanyahou ne sont pas innocentes et ont pour objet de ternir l'image de la Tunisie. Alors justement, on part, merci Maurice, en Tunisie, où le tourisme est en berne 2 mois après l'attentat du Bardo. Malgré un temps idéal, les transats restent désespérément vides au bord de la piscine de cet hôtel 4 étoiles de Djerba, justement, victime, comme bien d'autres, de la désaffectation des vacanciers. Julia Ganantia. L'île de Djerba, lieu phare du tourisme balnéaire tunisien. Depuis l'attaque terroriste au musée du Bardo qui a fait 22 morts, dont 21 touristes étrangers, rares sont ceux qui osent revenir. Adel Tarès est directeur d'un hôtel dans la zone touristique et sa saison est compromise. Un tour opérateur italien vient d'annuler un contrat de 1,4 million d'euros. On a commencé à recruter du personnel. On a commencé aussi de faire des investissements. Et juste après l'attentat, on a eu de résiliation de contrat. Pour la Tunisie, l'enjeu est de taille. Le tourisme représente 7% du PIB et près de 400 000 emplois directs et indirects. Alors, depuis 3 semaines, les autorités tunisiennes ont lancé une campagne de publicité internationale pour rassurer les touristes. Mais dans la médina de El Souk, les commerçants trouvent que le message n'est pas encore passé. Ici aussi, la saison ne s'annonce pas bonne. Cette année, la saison touristique, on sent qu'elle a un peu de retard. Ce n'est pas comme avant. D'habitude, au mois de mars, ça commençait à bouger. Cette année, la saison est un peu en retard. Pendant les mois d'été, le secteur réalise près de 70% de son chiffre d'affaires annuel. Et cette année n'est pas la première année de crise. À Djerba, plus de 30 hôtels ont fermé depuis la révolution de 2011 qui a renversé l'ancien président Ben Ali. Pour Farhad Bentanfous, secrétaire général de la Fédération régionale d'hôtellerie, il faut mettre en place une stratégie pour sauver ce secteur. Nous espérons de toute façon que sur l'année 2015, nous n'aurons pas
plus que 5% de baisse par rapport à l'année dernière, qui est déjà mauvais. Mais ça nous permettrait au moins d'avoir un espoir pour continuer sur plusieurs autres années. Je pense qu'il ne faudra faut pas parler de cette année, il ne faut pas parler non plus de l'année 2016, mais plutôt d'une stratégie pour remonter la pente. 4 ans après la Révolution, le secteur n'arrive pas à renouer avec ses niveaux de 2010 et les professionnels appellent à l'aide en espérant un soutien de l'État. Allez, retour en Israël, alors que Tsahal figure parmi les premières armées au monde dans l'égalité homme-femme, eh bien les autorités viennent de trancher. Les soldats sont désormais interdites de blinder. Julia Galancia vous dit pourquoi. Pour l'armée israélienne, les tanks ne seraient pas un lieu pour les femmes. Selon une étude révélée ce lundi, les exigences physiologiques des unités de chars sont au-delà des capacités de la plupart des femmes. Le commandement de l'armée de terre a notamment cherché à déterminer si les femmes pouvaient opérer dans les tanks ou les bulldozers D9. Les résultats des tests ont conduit les responsables militaires à conclure que les femmes ne pouvaient opérer dans les unités de chars. Les exigences physiologiques que requièrent des postes comme pilote de tank ou chargeur de munitions se situeraient au-delà des capacités de la plupart de la gente féminine. Dans un article paru dans le magazine de l'armée Maharashot, d'anciens officiers du corps médical ont déclaré qu'ils estimaient que les femmes pouvaient être intégrées aux forces combattantes, mais seulement en fonction de leurs limites physiques. Aujourd'hui en Israël, les femmes peuvent occuper 92% des postes dans l'armée. Cette année, des femmes ont notamment été admises dans l'unité d'élite Moran du corps d'artillerie ainsi qu'à ceux de l'unité qui dirige les drones qui accompagnent les forces sur le terrain. L'égalité homme-femme est un droit certes, mais dans l'armée, ce principe se heurte à certaines limites. Dror, cette décision de bloquer l'accès aux femmes à ces unités de blindés ne fait pas l'unanimité dans le pays. Non, effectivement, puisque plusieurs experts militaires ont considéré que les raisons invoquées, les raisons physiologiques, n'étaient peut-être pas les bonnes, étant donné qu'on pouvait s'adapter, qu'on pouvait trouver des solutions qui permettraient à des soldats de servir dans des unités de blindés. Il y a sans doute des raisons qui tiennent plus aux difficultés inhérentes à ce genre de service, notamment en ce qui concerne l'intimité homme-femme dans un tank. Évidemment. Est-ce qu'on peut quand même affirmer que le statut de la femme a évolué au fil du temps au sein de l'armée israélienne? Oui, bien sûr, incontestablement. On va voir quelques graphiques. 92% des femmes militaires, des fonctions militaires sont ouvertes aux femmes, vous le voyez. Bon, alors ça, c'est un autre graphique, mais qui dénote tout de même une très nette évolution. En 2001, vous n'avez que 0,5% de femmes dans les unités combattantes. Aujourd'hui, elles sont 4%. Alors 4%, c'est encore peu, mais tout de même, il y a une évolution qui est certaine. Autre graphique qu'on va voir tout de suite, donc le nombre, la proportion de femmes, de fonctions qui sont ouvertes. Alors, encore un autre graphique, les femmes parmi les officiers de Tsahal. Alors en 2006, vous aviez 49%. Aujourd'hui, elles sont la majorité. 57% des officiers sont en fait des femmes officiers. Alors c'est beaucoup, mais il ne faut pas perdre de vue que la plupart des femmes officiers exercent des fonctions administratives et non pas des fonctions de terrain, des fonctions de combat, même si, encore une fois, la plupart des fonctions sont ouvertes aux femmes. En fait, les seules fonctions, quand on dit que 92% des fonctions militaires sont ouvertes aux soldats, les 8% restants sont quelque part le cœur du combat. Les unités, la plupart des unités d'infanterie et également les unités de blindés, comme on l'a vu. Les unités de combat un petit peu périphériques sont, elles, ouvertes aux femmes. Et là, on le voit, il n'y a aucun problème à ce que les femmes servent dans l'artillerie, dans certaines unités du génie, de la défense aérienne, ce genre de choses. Pour finir, le service militaire est obligatoire pour les hommes et les femmes en Israël. Est-ce qu'il est bénéfique à l'égalité, justement? Vous savez, le statut de la femme dans l'armée israélienne a considérablement évolué. Il y a eu des cas pendant des années de harcèlement sexuel qui restait impuni et qui est resté sans conséquence pour les officiers qui en étaient responsables. Aujourd'hui, ça a changé. L'armée accorde beaucoup plus d'importance à ce genre de situation. Et puis, il faut peut-être dire aussi que l'importance de l'armée et du service militaire dans la société israélienne, qui reste très grande, a peut-être diminué au fil des ans. Et aujourd'hui, les femmes réussissent davantage dans la société israélienne, indépendamment de leurs états de service. Merci Dror et bonjour à Raphaël Yerushalmi, vous êtes notre consultant en matière militaire justement. Est-ce qu'on peut quand même parler, malgré ces chiffres, d'un certain machisme ambiant qui demeure au sein de la société israélienne et de l'armée israélienne, qui reste un univers finalement masculin? L'armée reste un univers masculin. Je dirais que justement l'armée israélienne est moins machiste que la société israélienne. Elle est beaucoup plus ouverte.
aux femmes et à offrir aux femmes la possibilité de s'épanouir et de servir dans beaucoup de postes. C'est une des rares armées au monde qui le fasse. Il y en a d'autres, elle n'est pas la seule. Elle a un rêve. Oui, allez-y. Oui, elle a un rêve, comme toutes les armées, l'armée israélienne, avec tout l'aura du creuset de la société israélienne, de l'éducation de tous les jeunes Israéliens. Elle a un rêve, c'est d'être une armée professionnelle. Ouais. C'est avoir des pros, des gens qui sont formés pendant 3, 4, 5 ans et qui restent 20 ans. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une baisse de chance pour les femmes dans la projection à long terme. Pour quelle raison ? Parce que on le voit dans les réserves, par exemple. On a fait une égalité des réserves pour les hommes et les femmes dans les unités de combat. Ouais. Donc les femmes doivent servir dans la réserve jusqu'à 38 ans, même mariées, même avec des enfants. Ouais. Dans la réalité, il faut être réaliste, c'est très difficile. Il faut vraiment que monsieur reste à la maison pour babysitter. Ouais. Ça ne se passe pas si facilement. Seulement 5% des officiers supérieurs de Tsahal sont des femmes. 5%. C'est ça. Est-ce qu'il existe ça, parce que la société ce fameux plafond de verre qui limite l'accès des femmes aux plus hautes fonctions militaires ? Non, aux plus hautes fonctions, pas. Justement, c'est dans le cas des tanks que ça ne s'explique pas. Justement, sur le plan des femme d'état-major, c'est pour bientôt alors ? Une femme d'état-major ? À mon avis, c'est jouable. C'est jouable, mais il faudrait qu'il y ait le parcours, évidemment, tous les possible, et donc qu'il puisse aussi faire les tanks. L'armée israélienne, Dror, on a dit un mot, est face en ce moment même à une affaire de harcèlement sexuel. C'est un lieu où les femmes sont assez protégées. Protégées, exposées à la fois, c'est certain. Ça m'a amusé justement la promiscuité dans les tanks, parce que les 3/4 des cas de harcèlement sexuel se passent dans les couloirs de la Kiria, et pas du tout dans les tanks, ni ministère de la Défense. Ni dans un sous-marin. Donc c'est là que ça se passe, ouais. Quand on fait le café. Dans les bureaux. Voilà, mais ça existe, c'est là. C'est un problème. Merci. Raphaël Yerushalmi, je rappelle le titre de votre dernier livre, Denis Diderot, Non à l'ignorance, qui parle justement de l'égalité des femmes, cette fois dans l'éducation. Merci Raphaël. Et toujours au sujet de l'armée israélienne, sachez qu'un soldat, ancien soldat, a choisi de défendre l'image de l'armée dans les pays arabes. Il a ouvert pour cela une page Facebook en arabe qui reçoit d'étonnants messages de soutien. Maël Benoliel. Il a accepté de nous rencontrer dans un lieu secret. Sa seule condition, préserver l'anonymat. Car pour M, ce jeune citoyen arabe israélien et musulman, s'exposer serait contre-productif, voire préjudiciable à son projet. À partir du moment où tu gardes ton identité secrète, ça te permet un plus grand champ d'action. Ça a un effet plus sérieux quand les gens ne savent pas à qui ils s'adressent. De cette manière, on ne peut pas me cataloguer. Je ne travaille pour personne, pour aucune association, aucun parti politique. C'est moi, et moi seul. Je n'agis pour le compte de personne. Il y a un an, lorsqu'un parti arabe israélien lance une campagne sur Facebook contre la conscription des citoyens arabes, M décide de réagir. À son tour, cet ancien soldat de Tsahal crée une page Facebook, une page en langue arabe qui s'intitule « Tsahal, le vaut bien ». Je peux comprendre que ces partis politiques soient contre le fait que les Arabes israéliens effectuent leur service militaire. Mais ce qui n'est pas juste, c'est la manière affreuse dont ils décrivent Tsahal. Dire que Tsahal fait de l'épuration ethnique et commet des crimes de guerre, alors qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils n'ont jamais fait l'armée. C'est là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose contre tous ces mensonges et révéler la vérité aux Arabes israéliens. Mais très vite, les réactions dépassent les frontières du pays. Sa page se retrouve inondée de messages de jeunes arabes du monde entier, des messages de sympathie à l'égard d'Israël, du peuple israélien et de son armée. Dans tout le Moyen-Orient, j'ai des personnes qui me suivent et qui m'envoient des messages de soutien, d'amour et de paix. Ce n'est pas à moi d'ailleurs qu'ils s'adressent, mais à l'État d'Israël, au peuple, à Tsahal, et c'est ça le plus important. Ils me demandent de publier leurs messages, leurs photos ou leurs vidéos. Des publications comme celle de cette jeune saoudienne de Jeddah qui s'est filmée dans les rues de la capitale pour dire tout son amour à Israël. Ou celle de ce jeune Irakien sur les bords de l'Euphrate qui va même jusqu'à s'exprimer en hébreu. J'espère que cela pourra faire changer les choses. Je crois qu'en fin de compte, il y a de l'espoir.
On a vu que grâce aux réseaux sociaux, les choses pouvaient changer. Cela s'est vérifié avec le printemps arabe. Avec l'aide d'un simple statut ou d'un poste, s'est créée une vague de révolution dans les pays arabes dont on ne connaît toujours pas la fin. Alors oui, le changement est possible grâce aux réseaux sociaux. Et nous, avec ce projet, nous en sommes qu'au début. Et si Dieu le veut, nous arriverons loin. Phénomène marginal ou pas, une chose est sûre, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, le projet de M nous prouve qu'aucun dirigeant, ni même un dictateur, ne peut rendre imperméables ses frontières dès lors qu'elles ont été franchies. Voilà, merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. On va se retrouver juste après un nouveau journal et on parlera ensuite des nouvelles du Festival de Cannes à J-4. On parle du palmarès qui approche et des temps forts et de la compétition qui bat évidemment toujours son plein. On se retrouve donc après un nouveau point complet sur l'info qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Du Festival de Cannes à présent à J-4 du palmarès. On revient tout d'abord sur les temps forts mais également sur les grands ratés de la compétition Edmé Citroën. Sur le tapis rouge et dans les salles de projection, différents films ont marqué cette première semaine du Festival de Cannes. Catherine Deneuve a été ovationnée le jour de la cérémonie d'ouverture, après la projection du film La tête haute d'Emmanuel Berco. Le film ouvrait le festival de cinéma et a été très apprécié par les spectateurs. Et parmi les films en compétition, une grande réussite, celle du film Sicario de Denis Villeneuve, accueilli par une ovation de 6 minutes après sa projection dans le Grand Théâtre Lumière au Festival de Cannes. Le réalisateur a monté les marches avec ses acteurs Benicio del Toro, Emily Blunt et Josh Brolin. Un accueil chaleureux donc pour certains, mais en compétition officielle, les films n'ont pas tous été bien reçus. Le réalisateur américain Gus Van Sant a essuyé de violentes critiques avec La Forêt des songes, son dernier film avec Matthew McConaughey et Naomi Watts. Idem pour la Française Valérie Donzelli, elle a aussi déçu la critique. Son dernier long métrage, Marguerite et Julien, a fait flop. Les deux personnages principaux sont joués par Anaïs de Moustier et Jérémy El-Kaïm. Le film en compétition n'a pas fait l'unanimité chez les spectateurs. Voilà, et on prend les nouvelles du jour à Cannes. Laetitia, avec vous comme tous les matins, on démarre par les projections d'hier. La projection donc de Youth, La Giovinezza, mon film préféré de cette sélection. Ça commence sur les marches et ça n'a pas fait que monter les marches hier, ça a aussi fait monter la température sur le thermomètre. L'équipe du film au grand complet, ultra glamour pour ce film qui a finalement mis, vraisemblablement en tout cas, à tout le monde d'accord. Les Italiens sont définitivement en force lors de cette 68e édition du Festival de Cannes. Ces réalisateurs transalpins en particulier conservent le goût pour les sujets sociaux et politiques et savent marier le divertissement avec des thèmes sérieux, et ça colle très bien avec l'image de Cannes cette année, en tout cas l'image qu'elle veut se donner. À quelques jours du verdict de la Palme d'Or, on peut presque avec certitude envisager un prix remis à nos voisins italiens. Si ce n'est pas la Palme, ce sera sans doute un prix d'interprétation masculine ou des prix d'interprétation masculine, par exemple pour les deux acteurs principaux, Michael Caine et Harvey Keitel, ou peut-être un prix du jury pour La Giovinezza ou Mia Madre. Mais l'événement hier pour tout le monde dans la compétition, c'était la projection de Love de Gaspard Noé, qui est son tout nouveau film présenté hors compétition et qui se présente comme un mélodrame sexuel qui parle d'un homme et d'une fille et d'une autre fille, donc visiblement un trio amoureux. L'affiche du film a été censuré, et Gaspard Noé, que l'on voit danser juste avant la projection avec de son film avec ses actrices, est connu pour sa provocation. C'est un cinéaste sulfureux qui avait déjà secoué la croisette en 2002 avec Irréversible, la projection officielle déclenchant évanouissement et crise de nerfs dans le public, notamment à cause d'une scène de viol qui durait plus de 8 minutes seulement à Cannes. C'est
par le sexe que l'on crée le scandale et parfois le succès. Tout au long de son histoire, Cannes a accueilli, protégé et parfois récompensé des longs métrages aux effluves de stupre, éloignés des conventions, sexe, mensonge et vidéo de Steven Soderbergh qui a été Palme d'Or en 89, Crash de David Cronenberg qui a été prix spécial du jury en 96, pour son rôle dans Antéchrist de Lars von Trier, Charlotte Gainsbourg avait reçu un prix d'interprétation féminine, c'était en 2009. Donc voilà, le scandale est quand même bienvenu à Cannes. Voilà, reste à voir ce que récoltera Gaspard Noé pour... Hors compétition, hors compétition, donc rien du tout. Voilà, c'est chose faite. Mais il récolte beaucoup comme une attention médiatique quand même. C'est vrai. Les projections de ce soir? Alors les projections de ce soir, c'est le grand retour de Jacques Audiard après Un prophète et de Rouillé d'os. Il est très attendu à Cannes avec 10 pannes dévoilées en compétition cette fois-ci. L'histoire, c'est celle d'un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille qui se font passer pour qui vont partir du Sri Lanka et se font passer pour une famille pour fuir la guerre. Ils vont se réfugier en France dans une cité sensible. Ils ne se connaissent à peine et ils tentent de se construire un foyer. On regarde ça tout de suite en images. நீ ஒழுங்காக படிக்கணும் போய் ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம் மற்ற பிள்ளைகள் மாதிரி வடிவாக படித்து உடஞ்சி கதைக்குவோம் இல்லாட்டி எல்லாம் திருப்பி நீங்கள் போடுவாங்க ஒரு எனக்கு ஊருக்கு திரும்பி போய் விருப்பமா விருப்பமா எனக்கும் விருப்பம் இல்லை என்ன பேர் படிக்க முறையா எலும்பு போ Il a des chances? Eh bien, Jacques Audiard, il fait vraiment partie de ces cinéastes qui sont absents de la sélection avec un film. On remet vraiment en doute la qualité de leur film. Il a connu des très beaux succès sur La Croisette et la presse le défend bec et ongle. Il a changé radicalement le style, là, Jacques Audiard avec 10 pannes. Déjà, il tourne avec des acteurs non professionnels. Leur nom, Anthony Tassan, Jésus Tassan et Kaliesvari Srinavasan. Quand on sait tout de même qu'il a... Oui, c'est difficile. Bravo. Heureusement que j'ai mon papier. Aujourd'hui, quand on sait qu'il a révélé Tahar Rahim et Reda Kateb, on peut lui faire quand même confiance sur ce choix culotté. Et visiblement, il ne pouvait pas utiliser des acteurs connus pour interpréter avec justesse des rôles pareils. Donc voilà, donc possiblement un prix. La Palme d'Or, on ne sait pas encore. On verra ce soir après la première projection, après les premières critiques presse. Alors on termine, Laetitia, comme tous les jours, par les tapis rouges et l'affaire des talons qui continue. Oui, il y a une affaire, on peut appeler ça l'affaire Talonsgate à Cannes mardi. Si on en croit Thierry Frémaux, grand Manitou du festival, il y a peut-être un petit moment de zèle à une projection. Il a finalement reconnu, lui qui démentait toute cette histoire depuis le début. Donc voilà pour cette polémique sur les talons hauts qui auraient été exigés sur le tapis rouge. Il s'est excusé, nous l'excusons, a-t-il déclaré mardi soir lors d'un dîner au Carlton. Plusieurs cas d'invités refoulés pour absence de talons hauts sur le tapis rouge avaient été signalés depuis le début du festival. Une productrice de film du nom de Valéria Richter, qui a une partie du pied gauche amputée, a notamment affirmé mercredi à la BBC avoir ainsi été stoppée temporairement parce qu'elle ne portait pas de talons hauts avant d'être finalement autorisée à entrer. Voilà, le vigile lui avait dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Pas de très bon goût, on comprend pourquoi Thierry Frémaux s'est excusé très très vite. Voilà, merci. En tout cas, joli tapis rouge. C'est vrai. Jolie robe. Dénudées, les actrices cette année. C'est la mode. On l'avait vu déjà, on l'avait déjà vu au Met Gala. Les robes dénudées, c'est la mode. Et Rossi De Palma, toujours absolument splendide, j'adore. C'est vrai. Merci Laetitia. Allez, on reste à Cannes pour revenir sur un film hors compétition qui a marqué les esprits cette année. C'est rare, il s'agit d'un film d'animation signé Pixar, Vice Versa, met en scène des personnages représentant les émotions qui régissent la vie de nos enfants. Et là, c'est l'histoire d'une fillette américaine, Miri Maman. Il n'y a pas de princesse ni d'animaux qui parlent. Dans le nouveau Pixar, il s'agit d'émotions. Elle est rentrée. Je suis trop contente. Celle d'une petite fille de 11 ans qui vient de déménager. Joie, peur, colère, dégoût et tristesse, ces personnages vont tenter d'aider au mieux Riley à gérer ce changement. Un véritable voyage au centre de l'esprit.
Tout a commencé en regardant ma fille de 11 ans et qui, plus jeune, était une enfant vraiment turbulente qui parlait à tout le monde, une enfant très dynamique, quoi. Mais à ses 11 ans, elle est devenue beaucoup plus calme et comme ça. Je me suis demandé ce qui se passait dans sa tête, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Joie et tristesse se perdront dans le dédale de l'esprit de la fillette. Attends, tu vas te perdre. Sois positive. D'accord, je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Peur, dégoût et colère prendront le contrôle du quartier général, commandant toutes les réactions malgré eux. Le casting des voix françaises n'a pas été laissé au hasard. Gilles Lelouch est colère. Joie est jouée par Charlotte Lebon, tristesse par Marie-Lou Berry et dégoût par Mélanie Laurent. Enfin, Pierre Ninet prête sa voix à la peur. Ce que j'aimais beaucoup, c'était l'idée de couleurs primaires, de sentiments archaïques en fait, qu'il y a chez tout le monde. Et moi, je jouais la peur, qui est quand même un sentiment qui nous préserve du danger et qui en même temps a un ressort de comédie très très fort. Humour et émotion se mêlent tout au long du film. Recette magique des studios Pixar. Présenté en 2009 à Cannes, le film Là-haut a connu un succès mondial. Les critiques prédisent le même succès à vice-versa. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un! Alors là, c'est tout sous cool. Allez, autre information incontournable ce matin, ce sont les demi-finales de l'Eurovision. Rudy. Pas d'ironie, Barbara. Alors ça se passe ce soir, l'Eurovision, la finale. C'est ce samedi pour la 60e édition de ce concours. Et vous vous êtes lancé un défi ce matin, me donner envie de la regarder. Oui, parce que quand on parle d'Eurovision, je vois vos têtes. Alors évidemment, on parle de kitsch, de mise en scène improbable. Bref, on parle de ça. Voilà, et encore, je vous ai épargné la prestation de Laetitia Lorini en 2004 avec la chanson Fais-moi ton cinéma pour le Luxembourg. Alors, vous êtes réfractaire à ce spectacle, je le vois. Alors, je vais vous donner quelques bonnes raisons de regarder le concours qui sera diffusé samedi et donc ce soir pour la demi-finale. Déjà, l'Eurovision, c'est l'une des plus impressionnantes émissions de variété au monde. C'est une énorme machine télévisuelle. Pour vous rendre compte, regardez ces chiffres. Créé en 56, donc l'Eurovision, c'est 40 pays qui vont participer, 27 qui vont aller en finale, 195 millions de téléspectateurs, ça c'était pour l'année 2014, 34 millions d'euros de budget, c'est une impressionnante coproduction européenne. Deuxième argument, si vous n'aimez pas les chansons, l'Eurovision, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des combats sociaux et sociétaux. En 98, par exemple, Israël gagne l'Eurovision avec Dana International, chanteuse transsexuelle qui a créé la polémique. L'année dernière, Conchita Wurst, avec la chanson Rise Like a Phoenix, s'élever tel un phénix, gagne aussi et fait gagner aussi tous les homosexuels qui, dans les pays dans lesquels l'Eurovision est diffusée, n'ont pas le droit de citer. On écoute Conchita Wurst. From the fading light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance, retribution you were one, once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. Voilà, et cette année, les thèmes abordés seront très sociaux. La Croatie a fait sensation avec une chanson qui parle des différences et de surpoids. Quant à la Finlande, elle a présenté le groupe PKN, un groupe de rock dont les musiciens sont trisomiques. Malheureusement, ils n'ont pas passé le stade de la première demi-finale, c'était mardi. Donc, si je vous comprends bien, l'Eurovision, finalement, se fait de plus en plus revendicatif. Oui, avec ce que je disais tout à l'heure, avec le temps et l'engouement, la communauté homosexuelle de par le monde adhère à l'Eurovision et c'est devenu une façon de parler de ce sujet tabou dans certains pays. Par exemple, la Russie qui a voulu créer son propre concours en n'aimant pas la victoire de Conchita Wurst l'année dernière. Alors, cette année, par exemple, 20 passages piétons de Vienne ont été équipés de feux gay-friendly que vous allez voir, qui prônent la tolérance, que vous avez vu.
Voilà, ils sont là. Bon, alors, je commence à être un peu convaincue. Ah, voyez. Vous me donnez d'autres raisons de regarder. Oui, alors là, je vais vous achever parce que je vais m'adresser à la fan de géopolitique que vous êtes. Les votes de l'Eurovision sont intéressants à observer car ils sont un instantané des relations entre les peuples. En clair, on juge la chanson, la performance, le kitsch, mais on vote aussi pour ses copains et on ne vote pas pour ses ennemis, évidemment. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans les années 90 quand l'Union soviétique a éclaté. Et là, on a vu justement tous les rapports géopolitiques. D'ailleurs, on sait que l'image d'Israël à l'international s'est franchement dégradée ces dernières années. Et bien cela se traduit aussi à l'Eurovision. L'État hébreu n'a pas passé le cap des demi-finales depuis 2012. Pour revoir la finale cette année, Israël a misé sur le jeune Nadav Gedge. Il a 16 ans et il nous chante Golden Boy. Take us higher, you know when I'm on fire. Check me out. 3, 2, 1, hey! I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you Tel Aviv. Voilà, et dernier argument. Hier, non, mais oui. Hier, vous nous mettez Véronne dans la tête pour toute Et là, la c'est journée. Golden Boy. Voilà, Golden Boy. Bon, la chanson, c'est assez chanson, même si elle n'est pas favorite. Cela dit, c'est vrai, sympa le week-end. Et donc, ce dernier argument, c'est quand même l'Eurovision s'ouvre à l'international. Cette année, l'Australie est invitée, car il faut savoir qu'au-delà des océans, l'Eurovision est extrêmement populaire. Le concours est diffusé en direct depuis 30 ans en Australie, en direct aux États-Unis aussi. Quant à la France, elle sera représentée par une chanson au thème fort, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Pas sûr que les Allemands votent pour Lisa Angel. Bref, et la dernière raison qui n'était pas dans la liste, c'est que là aussi, et là je vais vous mettre d'accord, pour certains, l'Eurovision, c'est une énorme Madeleine de Proust avec tant de tubes qu'on aime. Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Pour le bateau dansant sur les vagues. Voilà, l'Eurovision, c'est vrai, c'est quand même des tubes. Allez, vous m'avez convaincu, Rudy. Et ben voilà, samedi soir. Et ce soir pour Israël. Céline Dion ne partait pas sans moi. Ah, c'est vrai, ça fait partie Je vous des montre sur tubes YouTube juste après. incontournables. Allez, merci les amis, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dès demain. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.